Bonjour à tous, il est 9h01, je vous propose de démarrer, donc bienvenue à tous dans ce webinaire consacré aux enjeux en matière de prix de transfert de la crise du Covid-19. Vous avez la possibilité de poser vos questions par le chat et on y répondra en fin de séance, et les slides seront mis en ligne sur le blog de Tage, donc vous pourrez y avoir accès après le webinaire. Donc cette crise du Covid-19 nous fait entrer dans un terrain totalement inconnu, que ce soit par l'ampleur de la crise et par les conséquences qu'on va pouvoir observer dans les mois qui viennent. Il est difficile encore de faire des prédictions précises. Ce qui est certain, c'est qu'on sera certainement face à la crise la plus importante depuis la Seconde Guerre mondiale, et cette planche présente un certain nombre de chiffres ou d'hypothèses sur lesquels les économistes travaillent. On voit notamment l'impact en matière de PIB. Pour l'Europe, on est à moins 5%. Alors c'est date plutôt du début de la crise, donc on peut considérer qu'elle est aujourd'hui très optimiste. On sera sans doute sur des chiffres qui seront plus bas que ça. En matière de commerce mondial, et forcément, si on parle de prix de transfert, on parle de commerce international, l'impact est extrêmement lourd, avec un impact potentiel de plus de 30%. Et on voit sur le côté droit de la slide des illustrations plus focalisées. On a vu notamment la semaine du 20 avril une baisse dramatique du cours du pétrole américain, qui est passé pendant quelques heures en territoire négatif. Donc on est vraiment face à des situations qui sont extrêmes et totalement inconnues. Et de la même manière, on observe depuis le début de la crise une remontée assez forte des taux court terme Euribor, quelle que soit la maturité. On reste aujourd'hui sur des taux négatifs, mais on voit bien que ça a déjà fortement remonté par rapport au début de la crise. Et dès lors, la perte de rentabilité estimée pour les entreprises françaises est autour de 40%. Forcément, cette perte de rentabilité, il va falloir la répartir au sein des groupes. Et donc les questions de prix de transfert sont absolument majeures à cet égard. Derrière, on voit que les gouvernements investissent tous dans des mesures d'urgence. Ces mesures d'urgence ont un coût, et ça va peser sur les déficits de l'ensemble des pays européens, et notamment sur le déficit français. On estime pour 2020 au moins 7% de déficit, ce qui veut dire derrière qu'il va falloir trouver de nouvelles ressources. Ça passera nécessairement par une mise à contribution à la fois des entreprises et des contribuables les plus aisés, et donc de ce fait probablement une vague de contrôles fiscaux assez massive et assez forte, avec une pression sur les groupes et les questions de prix de transfert. Dès lors, nous avons réfléchi à l'ensemble des mesures possibles autour des politiques de prix de transfert, et nous les avons structurées autour à la fois d'horizons de temps et d'univers de réflexion. Donc on va vous parler de cash et de liquidité, on va pouvoir vous parler de questions de supply chain, avec notamment toutes les questions autour des structures à risque limité, on va vous parler de services, on va vous parler d'incorporel, et derrière on va vous parler également de compliance et d'analyse ou de réflexion par rapport à la relation que vous pouvez avoir avec les administrations fiscales, en essayant de résumer tout ça dans un plan d'action dynamique, des mesures possibles ou des mesures à envisager pour s'assurer que votre politique de prix de transfert, un, vous permet de passer la crise de la meilleure manière possible, et deux, ne vous expose pas à des risques fiscaux trop importants. Donc nous allons ouvrir cette réflexion-là avec Marie-Charlotte Mailleux, qui va nous parler de sujets de trésorerie. Bonjour à tous, merci beaucoup Grégoire. Alors en effet, avec la survenance brutale de cette crise du Covid-19 et finalement l'ensemble des mesures drastiques de confinement et de limitation de l'activité économique qui ont été prises par les différents États, l'enjeu premier des groupes a été de se focaliser sur le cash. Cash is king, hein, le cash est le nerf de la guerre pour les groupes, puisque en effet, lorsque les ventes chutent, le cycle de flux de trésorerie, dont la fonction évidemment est de produire des liquidités qui sont nécessaires à l'exploitation de l'entreprise, ralentit voire s'arrête.
Et donc plus les ventes chutent, plus les flux de trésorerie d'exploitation, finalement vont, se tarir. Et donc, à contrario, comme l'entreprise ne parvient pas forcément à ralentir le rythme, de ses dépenses sur une tendance similaire, puisque ces décaissements en matière de salaire, de loyer, d'intérêts, un certain nombre de charges fixes, eux, ne vont pas diminuer aussi rapidement. Et c'est vrai que l'enjeu, du coup pour le groupe est de ne pas épuiser ses réserves de liquidité et de trop tirer sur ses lignes de crédit et évidemment d'éviter de se retrouver en situation de défaut de trésorerie. Donc depuis le début de la crise, dans les différents échanges que j'ai pu avoir, avec les trésoriers dans un certain nombre de groupes de travail de la place, c'est vrai que les problématiques, suivantes sont vraiment celles sur lesquelles, les trésoriers ont principalement été mobilisés depuis, le début de la crise. Alors tout d'abord les questions de liquidité, puisqu'en effet, l'analyse quotidienne des prévisions d'encaissement, de décaissement au niveau de chacune des sociétés du groupe afin d'anticiper les besoins immédiats a été, vraiment une tâche importante, des trésoriers. Puisque cette analyse va aussi permettre d'assurer la circulation du cash, depuis et vers, les filiales pour le rediriger vers les entités qui sont en difficulté, et permettre le paiement des salaires, le paiement des charges fixes. Cette bonne circulation du cash va aussi, permettre d'assurer une remontée fluide, du cash, dans certains cas quand on doit notamment, servir, une dette, vis-à-vis de tiers au niveau de la maison mère. Les deuxièmes sujets qui ont été, vraiment sur le haut de la pile des trésoriers concernent, du coup le financement moyen-long terme, puisque les trésoriers ont été évidemment aussi très sollicités pour, revoir les financements externes et internes, analyser leur adéquation, aux besoins des filiales, envisager éventuellement l'opportunité de refinancer ou de restructurer les prêts, notamment, si certains covenants risquaient de ne pas être respectés pour certaines filiales qui n'étaient pas en capacité de rembourser, leurs échéances. Ce sont, évidemment parfois des situations qu'on rencontre aussi dans le cadre de financement sous LBO et on a vu qu'un certain nombre de portefeuilles de LBO ont demandé des waivers, aux banques, dans ce contexte. L'autre sujet, est de réfléchir aussi à l'opportunité de transformer, certaines lignes de cash en lignes de prêt, puisque finalement les besoins, court terme se transforment pour certaines filiales en des besoins, beaucoup plus, moyen terme ou long terme. Un autre, thème, qui a beaucoup mobilisé les trésoriers, c'est l'analyse, des différentes possibilités offertes par les gouvernements pour bénéficier des prêts garantis, l'analyse de leurs conditions d'octroi, et des conditions, voilà, encore une fois, dans lesquelles, dans les différents pays, les groupes pouvaient obtenir ces aides. Et enfin, en matière de financement, un sujet très important, c'était aussi recenser les besoins des filiales en matière de garantie financière, tant pour sécuriser les financements que pour venir plus largement au soutien de l'activité, pour octroyer des garanties vis-à-vis des fournisseurs, et cetera. Donc ça, c'est vraiment le focus, on va dire, en matière de financement court terme, moyen, long terme. Mais évidemment, d'autres actions, étaient très importantes et suivies par les trésoriers. Le suivi, des notations par les agences, parce qu'évidemment, les baisses brutales de notation par les agences peuvent avoir des effets, notamment sur l'accès au financement des groupes, sur leur éligibilité au programme de soutien des États ou de la BCE. Il a fallu aussi que les trésoriers, gèrent la plus grande volatilité des instruments de couverture et des dérivés. Et enfin, avec, une vision un peu, de sortie de crise en tous les cas, les trésoriers ont dû aussi commencer à réfléchir, à l'après Covid, et à l'impact éventuel que pourraient avoir des réorganisations futures ou, des modifications importantes de, la supply chain sur les structures de financement et la nécessité peut-être de les adapter à moyen terme. Donc on le voit bien en fait, toutes ces, problématiques auxquelles les trésoriers ont dû faire face vont, finalement générer et créer un certain nombre de questions fiscales. Et il va être important d'anticiper, toutes les options possibles et de traiter et d'analyser les conséquences, fiscales qui sont liées à chacun des scénarios.
Donc ces enjeux, évidemment, liés au financement vont forcément différer d'un groupe à l'autre, en fonction de la situation générale du groupe, en fonction de sa structure de financement en particulier. Par exemple, si on prend l'hypothèse, d'un groupe qui souffre fortement de la crise, qui a de nombreuses filiales, emprunteuses qui seront déficitaires cette année, est-ce qu'il sera opportun, d'augmenter, les taux d'intérêt sur les prêts, de leur faire supporter plus de charges financières qui ne seront pas forcément, déductibles au titre de l'exercice 2020 et d'avoir en contrepartie potentiellement une imposition, au niveau de la société, financière, même si, cette société financière est située, dans un pays fiscalement intéressant, puisque finalement en période, de crise, telle que le Covid, il me semble que la situation du cash tax, va primer sans doute sur la gestion du taux effectif d'impôt. Au contraire, est-ce qu'il faudrait envisager de réduire, de différer, voire d'annuler des échéances d'intérêts pour des filiales qui sont proches de la faillite? Et dans ces cas-là, comment le justifier et finalement comment est-ce que ce serait traité fiscalement? Donc tout d'abord concernant, le cash pool, la liquidité, je pense un sujet important, sera de s'assurer que le cash pool est correctement utilisé pour des besoins très court terme et qu'il ne vient pas, finalement couvrir un besoin de financement à plus longue échéance, qui devrait donc supporter un taux d'intérêt, plus élevé. Parce que ce sujet de requalification du cash pool en avance, moyen, ou long terme est vraiment un sujet qui était déjà avant la crise, un sujet que les inspecteurs aimaient regarder lors des contrôles fiscaux. Forcément avec, l'ampleur de cette crise et probablement, l'utilisation, massive et donc pas forcément, adéquate du cash pool, on peut anticiper que ce risque de se produire plus fréquemment et avec une magnitude, plus importante. Par ailleurs, donc, si on regarde un peu plus, largement le financement intragroupe, l'évolution des conditions de marché, auxquelles se finance la maison mère, on l'a vu, la dégradation des notations des groupes, l'augmentation du risque de défaut des filiales, vont vraiment nécessiter une revue des taux et des spreads qui sont appliqués en interne sur les prêts existants. Et des analyses donc économiques, vont devoir être adaptées, vont devoir être, réalisées pour justifier ces taux. Pour les groupes qui sont fortement impactés par la crise, l'enjeu sera alors de pouvoir justifier une augmentation des taux la plus faible possible, comme on l'a vu, en introduction de cette partie, pour, éviter d'alourdir inutilement, la charge des filiales. On peut se dire, à contrario, que pour les groupes qui sont peu ou pas impactés par la crise, la hausse des taux de marché pourrait être une opportunité pour justifier de remonter un petit peu plus de profit vers, une entité, centrale de financement. Donc là encore, je pense que la question doit être, regardée au cas par cas, selon la situation du groupe, de sa structure de financement, de chacune des filiales. Parce que c'est vrai que pour les financements, par exemple, à des filiales en grande difficulté, alors qu'en théorie, elles présentent un profil de risque plus important, elles devraient donc supporter un taux plus élevé. Quel soutien la maison mère peut-elle envisager d'apporter à cette filiale et comment est-ce que ce sera traité fiscalement? Est-ce qu'il faudra procéder à des abandons de créances? D'ailleurs, comment, feraient, des tiers dans cette situation? Est-ce qu'un tiers accepterait, facilement de reporter ou de ne pas percevoir un certain nombre d'échéances pour, finalement éviter un défaut beaucoup plus global et beaucoup plus, massif de la filiale? Et le dernier point, concerne évidemment, les garanties puisque un recours accru aux garanties va donner lieu à une, nécessaire analyse fiscale sur leur rémunération, qu'il faudra par ailleurs documenter, qu'il faudra, évidemment mettre en adéquation avec la politique en matière de garantie des groupes, jusqu'à présent. Donc on le voit en fait la question de la fixation du taux d'intérêt, plus généralement la question de la détermination du prix de marché de l'ensemble de ces instruments et leur justification vont être, des questions centrales. Mais je pense qu'il était important aussi de rappeler, aujourd'hui qu'au-delà du sujet pur de la rémunération de marché, un certain nombre d'autres, questions relatives, d'autres conséquences fiscales et vont être nécessairement, importantes à analyser et à regarder,
Je pense notamment aux différentes questions liées aux capacités de déduction des charges financières selon les règles qui ont été mises en œuvre par la directive ATAD 1, donc en application de l'action 4 de BEPS, qui vont forcément se poser dans la mesure où les groupes vont faire face à une sorte d'effet ciseau. Pour rappel, ces règles ont été donc mises en œuvre au niveau européen et pour faire évidemment très simple, limite la capacité, de déduction des charges financières à 30 de l'EBITDA. Or, avec la crise, on va avoir à la fois une baisse de l'EBITDA et une hausse des taux, donc des charges financières. Et enfin, le dernier sujet important en matière fiscale va être aussi de regarder l'ensemble des conséquences sur d'autres, taxes annexes telles que les retenues à la source parce qu'on tout à l'heure en introduction, j'expliquais qu'il était important potentiellement pour faire des remontées de cash, de mettre en œuvre un certain nombre de mesures qui peuvent être, des distributions de dividendes, et cetera. S'assurer en tous les cas que, aucune retenue à la source ou un frottement, très faible, serait prévu parce qu'évidemment le cash tax à nouveau va être, un enjeu en matière de crise. Pardon. Donc, si on récapitule, en fait, ce qu'il me semble, à mon avis, d'un point de vue pratique, les principales étapes à envisager à court terme ou à moyen terme. Le premier point, c'est vraiment de revoir l'adéquation de la structure de financement en fonction des besoins actuels et on l'a vu, des perspectives futures, du business, des réorganisations potentielles, et cetera, afin à la fois, je pense, d'évaluer les zones de risque, potentielles en matière de rémunération, en matière de non-déductibilité de charges financières, mais aussi éventuellement des opportunités puisque dans certaines situations finalement, cette crise du covid et cette instabilité va pouvoir créer un certain nombre d'opportunités. Le deuxième point évidemment, c'est qu'une fois qu'on aura envisagé toutes ces options et ces scénarios possibles, heu, en analyser les conséquences fiscales qui en découlent, puisqu'on l'a vu, évidemment toutes les problématiques en matière de fixation de prix et du prix de marché, mais d'autres conséquences fiscales, telles que les déductions d'intérêts, les retenues à la source, les conséquences peut-être en matière de TVA vont devoir être, également, dans le viseur de cette analyse. Le troisième point évidemment, c'est revoir, adapter les analyses économiques existantes ou éventuellement réaliser de nouvelles études pour venir au soutien des différentes, options qui auront été choisies. Le quatrième point, heu, il est plus juridique, mais c'est vrai que la revue des contrats de financement afin d'identifier un certain nombre de clauses qui peuvent être impactées par les difficultés liées au Covid, étudier les options juridiques qui sont offertes par les clauses éventuellement pour envisager une renégociation des prêts, tant en externe qu'en interne évidemment, sont des sujets, importants à encore une fois, à avoir en tête et à mettre dans sa to do list. Enfin, Heu, peut-être un peu plus moyen terme, préparer la documentation, évidemment à la fois la documentation classique des prix de transfert, mais aussi je pense un certain nombre de defense files puisque certaines options peut-être, on ne souhaite pas les détailler, dans la documentation prix de transfert, mais pour autant, seront peut-être sujettes à discussion lors de contrôles et il est pour ça important d'anticiper et de le documenter. Merci beaucoup. Comme l'a indiqué Marie-Charlotte, la question du financement et de la trésorerie est évidemment la principale et la première, puisqu'il en va de la survie, des entités locales. Mais juste derrière, je pense le point le plus important, c'est la question de la supply chain et donc de la gestion, des relations entre les entités de distribution et de fabrication. Et Julien Pelfig va nous, faire voyager au travers de tout ceci. Ah oui, c'est un vrai voyage. Alors, en matière de supply chain, en fait, le Covid, il va surtout créer un problème pour les entreprises qui ont mis en œuvre un modèle central entrepreneur. Alors, on a un exemple de modèle central entrepreneur dans le haut de la slide qui est présenté là, donc qui est complètement classique. Des usines en net cost plus 10%, des LRD avec une marge de bit de 3% et un entrepreneur qui capte le profit de routine. Donc, dans une situation normale où le profit consolidé est de 20, on a un petit peu de profit 3 chez le contract manufacturer, un peu de profit chez le LRD et puis tout le résiduel chez l'entrepreneur. Alors, qu'est-ce qui se passe si le Covid affecte cette entreprise de manière très significative, par exemple avec une baisse de volume de 50%?
qui peut sembler très élevé, mais enfin, qui a l'air d'être observé dans certains secteurs. Eh bien, si on continue d'appliquer exactement à l'identique les politiques de prix de transfert du contract manufacturer on continue d'avoir un petit peu de profit, donc un peu moins chez le LRD et chez le contract manufacturer, et l'entrepreneur, en plus d'absorber toute la perte consolidée, subventionne les deux entités à risque limité. Donc ça crée deux types de problèmes. D'abord, du côté des LRD et des contract manufacturers, il y a de l'IS qui est payé alors que le groupe est en perte. Donc si vous avez plusieurs milliards de ventes qui passent par des LRD, eh ben, ça peut faire des enjeux cash qui sont très importants. Et puis du point de vue de l'entrepreneur, vous avez une perte qui est très élevée et potentiellement qui ne peut pas être activée complètement. Donc toute cette perte-là ne va pas donner forcément lieu à des actifs d'impôt différé. Et donc c'est une perte sèche. Alors, l'enjeu ici, c'est de voir dans quelle mesure on peut réduire la rémunération du LRD et du contract manufacturer. Alors, on a présenté quelques exemples quelques idées sur la slide suivante. L'enjeu principal, c'est donc de voir comment est-ce qu'on... Pardon, on peut passer à la slide d'après. Voilà. Donc, il y a trois grandes idées pour réduire la rémunération des entités de routine. Donc, la première idée consiste à ajuster les benchmarks. Donc, c'est la plus simple. En fait, on ne change rien à la rémunération ou au type de contrat qu'on a avec le contract manufacturer et avec le LRD. Simplement, au lieu d'avoir un benchmark, par exemple pour le LRD, entre 2 et 5, on essaye de faire des ajustements pour passer, par exemple, entre 0 et 3, de telle manière à réduire la rémunération de l'entité en se mettant au premier quartile. La deuxième idée consiste à suspendre l'exécution des contrats. Alors, je donnerai quelques exemples par la suite, mais l'idée, c'est que le Covid crée des circonstances qui sont complètement exceptionnelles. Et en réalité, dans des circonstances similaires, deux entités tiers pourraient avoir l'occasion de suspendre l'exécution des contrats pendant la durée où une des deux parties n'exécute pas ses obligations. Et donc, suspendre l'exécution des contrats, ça veut dire aussi suspendre le paiement qui est fait à l'entité de routine. Et donc, ça permet de pousser des pertes dans cette entité. Et enfin, la troisième idée procède un petit peu du même principe et consiste à renégocier les contrats. Donc, c'est aussi quelque chose qu'on observerait entre tiers. Il peut y avoir des situations où, au lieu de suspendre brutalement l'exécution des contrats, deux entités indépendantes choisiraient plutôt de renégocier les termes du contrat et notamment les termes les conditions de prix. Alors, dans les slides suivantes, je vais donner quelques exemples de ces trois méthodes-là. Je vais juste faire un petit caveat en introduction. Donc, ces trois méthodes-là, elles supposent que le traitement comptable des coûts mettent tous les coûts, toutes les pertes en coûts d'exploitation. C'est-à-dire que si vos CAC décident de considérer qu'un certain nombre de coûts supportés par les LRD ou les contract manufacturers en raison du Covid sont des coûts exceptionnels, les choses changent, enfin, sont évidemment beaucoup plus simples pour vous. Mais dans la suite de ces slides, on va plutôt considérer qu'il n'y a pas de problématique de comptabilité et que donc l'intégralité des coûts qui sont liés au Covid sont des coûts d'exploitation. Alors, le premier scénario donc, qui est présenté dans cette planche consiste à modifier le benchmark. Alors, la logique de la rémunération des entités de routine, hein, ça procède à l'aide d'un benchmark. Donc, pour déterminer la rémunération de votre LRD, vous regardez la rentabilité d'entités qui font grosso modo la même chose. Alors, on peut imaginer que la crise du Covid va toucher toutes les entités qui sont dans le benchmark et que donc, si vous recalculez un benchmark à partir des données 2020 de vos comparables, eh bien, les rentabilités vont être beaucoup plus basses. L'interquartile va être déplacé vers le bas. Le problème qui se pose, c'est un problème de timing, c'est-à-dire que pour avoir accès aux données 2020 de vos comparables, il faut attendre 2021 ou voire même 2022. Et alors que vous avez besoin de fixer une target de rémunération dès 2020. Donc, la problématique est une problématique purement technique, c'est comment est-ce qu'on peut établir une sorte d'interquartile pro forma pour l'année 2020 à partir des données 2019, 2018, 2017.
Alors, il y a un certain nombre de méthodes qui existent, des méthodes économiques plus ou moins sophistiquées. L'idée, c'est qu'on dispose quand même de beaucoup d'années de résultats de profit des entreprises comparables. Et on a eu en 2008 une crise qui, même si elle n'avait pas tout à fait la même ampleur et pas tout à fait la même nature que cette crise-là, donne quand même des éléments d'explication. Donc, en simplifiant, on pourrait dire que si l'interquartile de votre benchmark il a baissé de 1% entre 2008 et 2010, alors que le PIB avait baissé aussi de 1%, si le PIB baisse de 5% cette fois, la baisse de l'interquartile devrait être 5 fois plus importante. Alors, ce n'est pas exactement comme ça qu'on fait, mais c'est un peu cette idée-là. L'idée, c'est d'utiliser des méthodes économétriques pour reconstruire un ajustement et établir ce que serait qu'un interquartile post-Covid. Alors, c'est une approche qui a certains avantages. Donc, elle est raisonnablement simple parce qu'elle elle nécessite pas de renégocier les termes contractuels. C'est juste un ajustement qui est fait au benchmark. Après, il y a évidemment des questions qui se posent. Est-ce que les administrations fiscales vont accepter le benchmark? Est-ce qu'au moment où on fera un vrai benchmark en 2022, les résultats qu'on obtiendra seront cohérents avec ceux qu'on avait établis via l'ajustement. Bon. Donc, c'est une possibilité qui présente un certain nombre d'avantages, mais qui n'est pas forcément la plus adaptée et qui, en particulier, vous permettra probablement pas de descendre très bas. C'est-à-dire que c'est une méthode qui permet de limiter les dégâts. Donc, au lieu d'être à 3%, certainement, si vous faites des ajustements à l'interquartile, vous pourrez arriver à 1, 2, 1%, peut-être 0 en poussant, mais probablement pas davantage que ça. Si on veut un effet plus important en matière de allocation des pertes aux entités de routine, le scénario numéro 2 est probablement plus adapté. Alors, le scénario numéro 2, donc il repose sur la suspension de l'exécution des contrats. Alors là, l'idée est la suivante. Donc, imaginez que vous avez un contract manufacturer, donc une usine, qui est fermée pendant la moitié de l'année pour des raisons d'urgence sanitaire. Alors, si le contract manufacturer et le principal qui achète les biens étaient des tiers, voilà ce qui se passerait. Le principal pourrait considérer que son usine n'a pas exécuté ses obligations contractuelles puisqu'il n'a pas livré les produits qu'il était censé livrer. Et donc, à ce titre-là, non seulement le principal n'est pas obligé de le payer, mais en plus, le principal pourrait demander des indemnités au contract manufacturer. Alors, on peut probablement dans ce cas-là utiliser des arguments de type force majeure pour faire en sorte que le contract manufacturer ne paye pas d'indemnité. Et donc, il reste que en utilisant cette espèce de cadre juridique, on peut diviser l'année en deux. Donc, une période état d'urgence, et puis une fois que l'état d'urgence est terminé, une période retour à la normale. Et donc, l'idée est de partager les coûts d'exploitation de votre contract manufacturer entre les deux périodes. Donc, c'est ce qui est représenté dans le petit tableau à droite. Et donc, pendant la période de l'état d'urgence, le contract manufacturer va porter ses coûts, tout simplement, puisqu'il n'y a pas plus de contrat qui s'applique. Et pendant la période de business as usual, eh bien, le contrat va trouver à s'appliquer normalement. Et donc, le cost plus 10 va s'appliquer, mais sur une base plus étroite. Et donc, en moyennisant, enfin plutôt en sommant la perte qui est de la période de l'état d'urgence avec le profit normal de l'autre période, on arrive à louer des pertes au contract manufacturer. Alors, il y a plusieurs choses qu'il faut voir dans l'application de ce scénario-là. D'abord, il s'applique bien que si on a un schéma de fait qui correspond à ce que je viens de décrire, c'est-à-dire si l'état d'urgence empêche effectivement l'usine de tourner ou les boutiques sont fermées à cause de l'état d'urgence. Si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire si on a juste de la sous-activité, c'est évidemment beaucoup plus difficile d'appliquer ce scénario-là. L'autre difficulté, c'est que ce scénario, et là encore, ça dépend des données, il est susceptible de créer beaucoup de pertes chez le contract manufacturer. Et donc, beaucoup de pertes dans une entité de routine, c'est quelque chose qui est probablement assez peu acceptable par l'administration fiscale locale, notamment si les pertes correspondent ou annulent plusieurs années de profit. Donc, on peut s'attendre à ce moment-là à un gros challenge de l'administration locale. À l'inverse, il ne faut pas perdre de vue que vous avez aussi un risque si vous ne faites pas ça du côté du principal, puisque une entité principale
qui verrait accumuler des pertes, et bien son administration fiscale pourrait aussi considérer qu'elle aurait dû faire ça, que face à cette situation-là, elle aurait dû, par l'application du principe de pleine concurrence, cesser de payer son contract manufacturer, tout simplement parce que le contrat était rompu. Donc ça, c'est une deuxième solution un peu extrême, mais qui, je pense, est assez facilement défendable d'un point de vue juridique, sous réserve que les dispositions, enfin les faits soient cohérents à ce que je viens de décrire. Et enfin, la troisième approche est plus flexible. Elle correspond à une logique de renégociation. Alors, il y a dans les contrats anglo-saxons, assez généralement, des clauses qu'on appelle le hardship, qui prévoient que s'il y a des événements extérieurs qui rendent l'application du contrat trop coûteuse pour une des deux parties, eh bien, les deux parties au contrat ont l'obligation de se revoir et de renégocier des termes contractuels de bonne foi. Alors, cette chose-là, cette notion de renégociation est aussi dans le Code civil français depuis 2016, donc c'est la théorie de l'imprévisibilité, et donc prévoit que exactement la même chose, s'il y a des conditions extérieures, bon, il y a un certain nombre de conditions qui s'appliquent, mais s'il y a des conditions extérieures qui rendent l'exécution du contrat trop coûteuse pour une des deux parties, eh bien, ils doivent, même si, donc, comme c'est dans le Code civil, même si ce n'est pas précisément rédigé dans le contrat, si le droit français s'applique, les deux parties doivent renégocier. Donc, dans une situation où, par exemple, vous avez un LRD qui est en perte et où, pour maintenir, enfin, pardon, dans le cas où vous avez une baisse de volume très importante et où pour que l'entrepreneur assure une rémunération normale au LRD, eh ben, ils doivent le subventionner massivement, ben, on serait typiquement dans le cadre d'application de ces clauses-là. Donc, c'est très flexible parce que la renégociation peut porter sur à peu près n'importe quel terme. On pourrait imaginer, par exemple, que l'entrepreneur demande au LRD d'investir pour absorber la perte d'une année donnée, mais en échange d'un taux de rémunération plus élevé pour les années suivantes. On peut imaginer en réalité toutes sortes de choses et on a beaucoup d'exemples extérieurs. Par exemple, au moment de la crise de l'automobile, on a vu des OEM négocier avec des fabricants d'automobiles avec des conditions contractuelles assez compliquées, mais qui procèdent un peu de cette idée-là. Donc, on a beaucoup d'exemples concrets pour appliquer ce scénario-là, qui a donc l'avantage de la flexibilité et le désavantage, probablement à long terme, de mettre un peu en danger les structures LRD, contract manufacturer, puisque en fait, on est en train de dire que dans certaines conditions, on peut renégocier les contrats. Et donc, si dans quelques années, vous avez une année extraordinaire chez votre distributeur, l'administration serait peut-être fondée à revenir et vous dire, bah oui, mais dans ces cas-là, comme c'est exceptionnel, on aimerait bien aussi une renégociation à la hausse, cette fois, du taux de rémunération du LRD. Donc voilà, trois idées différentes pour réduire la rémunération des entités de routine qui trouvent à s'appliquer dans des conditions de fait un petit peu différentes chaque fois. Merci Julien. Alors on ne l'a pas développé là, mais avoir en tête aussi qu'il y a sur tout ça des impacts douaniers. Et que forcément, si on touche au prix de transfert, on a potentiellement des conséquences au niveau des douanes. On a un certain nombre de questions qui commencent à être posées sur le chat, donc on y répondra plutôt en fin de séance. Et donc, on va, avec Aymeric, passer au sujet suivant, qui est la question des prestations de services. Donc, c'est vrai que sur la partie supply chain, on était plutôt sur les groupes qui font soit de la distribution, soit de la production. Avec les prestations de services, là, on va toucher à une problématique qui affecte l'ensemble des groupes, avec notamment la question des management fees. Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver dans ces circonstances néanmoins exceptionnelles. Si on parle de prix de transfert, c'est qu'on ne parle pas d'autre chose et rien que ça, c'est déjà bien. Alors, concernant les services, la situation exceptionnelle va avoir un impact sur les sur les prestations de services intra-groupe, avec tout d'abord, si on part d'un constat, un paradoxe. Vous avez en même temps, en centrale, dans les endroits qui d'habitude rendent les services au bénéfice du groupe, certaines équipes qui sont en surchauffe, qui doivent faire face à des questions pressantes, qui n'arrêtent pas pour essayer de trouver des solutions, que ce soit en matière fiscale, que ce soit en matière sociale, en matière de droit des contrats. Et puis au contraire, d'autres équipes qui sont littéralement incapables de rendre ces services habituellement fournis en centrale, soit parce que les personnes sont en chômage partiel, soit parce que les locaux ont été fermés, ou les systèmes ne sont pas en mesure de permettre de rendre ces services habituellement aux filiales.
Et de l'autre côté, dans les filiales, même situation, vous avez certaines filiales qui sont quasiment à l'arrêt total, soit de production, soit de commercialisation, des équipes elles aussi éventuellement en chômage partiel ou en congé forcé. Et puis, ces mêmes filiales sont à la recherche de conseils parfois très précis en matière, pareil, de comptabilité, comment comptabiliser certaines dépenses liées au Covid, en matière fiscale, quelles sont les règles qui changent, les règles de déclaration, les délais de déclaration, des choses très précises. Et on se retrouve donc à avoir ce paradoxe où vous avez à la fois certaines équipes extrêmement occupées, d'autres équipes incapables de rendre des services, et des entités qui sont censées recevoir des services, mais qui éventuellement ne reçoivent pas les services dont elles ont besoin immédiatement, en tout cas de la part du groupe. Et tout ça dans un contexte de finances dégradées des deux côtés, c'est-à-dire à la fois l'entité qui rend les services avec ses propres problèmes budgétaires, et évidemment celle qui reçoit les services ont un chiffre d'affaires fortement en baisse. Alors, les groupes vont se retrouver devant un dilemme. Que faire? Réduire les facturations avec toutes les conséquences que ça peut amener, modifier les clés d'allocation pour dire peut-être que certains services doivent être facturés en priorité à certaines entités, soit pour des raisons pragmatiques, c'est-à-dire que ce sont des services qui ont été rendus spécifiquement à ces entités, soit pour des raisons financières. Est-ce qu'on ne pourrait pas finalement facturer plus les entités qui vont mieux, celles qui redémarreront plus vite, plutôt que celles qui sont plutôt en situation difficile? Et avec en plus une contrainte particulière qui est avoir une cohérence dans la politique de prix de transfert. Il est difficile d'avoir une politique de prix de transfert, même si on souhaite faire de la dentelle, qui ne serait pas cohérente avec l'ensemble des entités du groupe. Et quand vous rajoutez le contexte dans lequel les décisions qui vont être prises dans les quelques mois qui viennent seront revues, c'est dans 2, 3, 4 ans, selon les règles de prescription, par les autorités fiscales, qui auront le bénéfice effectivement de voir les choses avec du recul et pourront juger des actions menées ou pas menées dans cette période. Alors, justement, en parlant de ces actions, qu'est-ce qui est possible de faire? D'abord, et ça c'est très important, c'est la vérification de l'utilité des services et le fait qu'ils ont été réellement rendus. Ce qu'on appelle en anglais le benefit test. Comme vous le savez, traditionnellement, en situation normale, on range les services dans 3 grandes catégories. Ce qu'on appelle les coûts d'actionnaire, c'est-à-dire des actions qui sont menées en centrale, mais qui n'ont pas a priori de bénéfice pour les filiales, et qui dont le coût doivent rester en centrale. Et puis des doublons, c'est-à-dire des activités qui certes sont rendues, enfin des activités qui ont lieu en centrale, mais qui n'ont pas de grande utilité parce qu'en local, on rend il y a les mêmes services disponibles. Donc ces deux catégories, normalement, ne font pas l'objet de refacturation. Et puis, la troisième catégorie habituelle, évidemment, c'est la catégorie normale, c'est-à-dire les services rendus et qui donc doivent faire l'objet d'une facturation. Le risque, c'est qu'à l'occasion de cette crise sanitaire, il y a une quatrième catégorie qui apparaît, en tout cas que les autorités fiscales tenteront de pousser, qui est la catégorie de services non essentiels. En d'autres termes, la question pourrait être posée par les administrations fiscales: est-il normal que je paye dans une situation exceptionnelle certains services qui ne sont pas des priorités? Certains projets, marketing, comptabilité, informatique, étaient des projets en cours, à long terme ou à moyen terme. Comment se fait-il que je paye encore pour ces projets-là? Pourquoi n'ont-ils pas été mis en pause, ou en tout cas la facturation, pourquoi y a-t-il une facturation, alors que littéralement certaines filiales, si elles étaient indépendantes, seraient en fait à jouer leur survie. Et donc, selon les législations et les jurisprudences, il y aura évidemment des questions sur est-ce que cette catégorie que les autorités fiscales voudront créer, celle de services non essentiels, peut-on l'utiliser pour ne pas facturer, ou au contraire, doit-on y recourir pour ne pas facturer? Dans le cas de la France, vous imaginez bien qu'il y a quand même des règles de non-immixtion qui font que normalement l'administration fiscale n'est pas à juger de l'utilité, en tout cas de la temporalité d'un service. Et dans certains autres pays, cette notion de est-ce qu'un manager prudent aurait accepté de payer pour ces services-là. La deuxième action à mener, c'est être très vigilant sur la façon dont seront pris en compte les aides d'État et leur comptabilisation. Alors, je vais illustrer le propos dans le cas de la France. Si vous facturez des services en cost plus à vos filiales,
il y aura la question de comment traiter tout ce qui va être concerné le chômage partiel. C'est facile, sur la partie, si une partie des équipes centrales ont été mises en chômage partiel, par définition, elles n'ont pas pu rendre le service, puisqu'il est interdit de travailler en chômage partiel. Donc, c'est-à-dire que c'est évidemment l'illustration que les services n'ont pas été rendus. Donc là, pas de sujet. En revanche, comme un certain nombre d'entreprises ont décidé d'indemniser leurs employés en chômage partiel à 100%, c'est-à-dire de compléter la rémunération donnée par le gouvernement, se posera la question de comment est-ce que je vais refacturer ou pas cette partie complémentaire, c'est-à-dire est-ce que je considère que ce sont des dépenses que la société en centrale a eu pour des raisons, on va dire, plutôt d'image, pour dire j'ai indemnisé l'ensemble des employés à 100%, même ceux qui étaient en chômage partiel, qui ne travaillaient pas, ou au contraire, faut-il le facturer? Alors, vous pouvez imaginer que ce sera un débat. Qu'il faudra régler rapidement. Comment est-ce que je mets dans la base de coûts mes dépenses liées au chômage partiel et éventuellement au complément de rémunération des équipes centrales. Alors que par ailleurs, on est d'accord que le service lui-même n'a pas été rendu puisque par construction, ces équipes étaient en chômage partiel. La troisième action à mener, et là elle est peut-être plus urgente, c'est les clés d'allocation, c'est-à-dire se poser la question, faut-il revoir les clés d'allocation? La plupart des groupes utilisent dans les services en grande partie le chiffre d'affaires comme clé d'allocation. C'est dans une situation exceptionnelle telle que la situation que nous vivons aujourd'hui, forcément une clé qui peut s'avérer être, on va dire, inadaptée, puisque vous allez avoir certains pays qui vont redémarrer plus vite que d'autres. Or, les pays qui redémarrent ne sont pas forcément ceux qui ont besoin de plus de services centraux dans cette situation. Par construction, s'ils redémarrent, c'est que probablement ils ont suffisamment de moyens en local pour gérer leur situation. Donc, pour mener à bien cette revue des clés d'allocation, il pourrait être utile de mettre en place des MOU, donc des Memorandum of Understanding. Si vous souhaitez modifier les clés, si le groupe souhaite modifier les clés d'allocation, ça prendra quelques temps pour renégocier, ça prendra quelques temps pour régler. Et donc, il peut être utile dès maintenant de lancer une réflexion et peut-être même une information décisive pour dire on va peut-être modifier les clés d'allocation. Vous aurez en particulier à cette occasion-là la question de certaines dépenses exceptionnelles qui devront être allouées. Passons aux incorporels. Donc, vous allez retrouver à peu près les mêmes problématiques dans les incorporels, puisqu'il y a deux façons principales de financer les incorporels, par redevance ou par allocation de coûts. Et donc, si on est sur un financement par redevance, naturellement, puisqu'il y aura probablement baisse du chiffre d'affaires et que la redevance est souvent assise sur le chiffre d'affaires, il y aura baisse des montants collectés, ce qui créera un dilemme, puisque en centrale, certaines activités de recherche continueront et donc seront sous-financées. Par ailleurs, les autorités fiscales dans les pays qui vont payer les redevances diront certes le chiffre d'affaires a baissé, mais la redevance pourrait demeurer être trop élevée au regard des résultats de la société, avec la question de faut-il finalement associer le montant de la redevance avec la profitabilité réelle de la société. En d'autres termes, appliquer une logique qu'on connaît aux États-Unis, qui est la notion de commensurate with income. En particulier, est-ce qu'une société en perte devrait payer le même niveau de redevance en pourcentage du chiffre d'affaires qu'habituellement? Là encore, est-ce qu'il n'aurait pas fallu inclure dans les contrats de redevance des clauses de sauvegarde en cas de perte? Je ferai juste une petite remarque là-dessus. La plupart des groupes, lorsqu'ils font des documentations sur les redevances, utilisent la méthode du prix comparable sur le marché libre et donc met à disposition de l'administration dans les documentations souvent des contrats donc, entre sociétés indépendantes. Et dans ces contrats qui sont censés être comparables, il y a ou il n'y a pas de clause de sauvegarde. Passons rapidement, pour question de temps, sur les questions de restructuration d'incorporels.
Vous allez avoir deux sujets. Le premier, c'est dans les cas où des incorporels ont été acquis relativement récemment et immobilisés. Vous aurez probablement des questions de dépréciation qui vont intervenir, avec évidemment la question des hypothèses à retenir pour faire cette dépréciation ou pas. Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que les autorités fiscales sont susceptibles de remettre en cause, en tout cas auront envie de remettre en cause la valeur d'acquisition de ces incorporels, puisqu'ils diront, regardez vous-même, vous avez été obligé de déprécier alors que vous venez d'acquérir cet incorporel il y a récemment. Ça peut vouloir dire que les hypothèses qui avaient été retenues au moment de l'acquisition étaient mauvaises. Évidemment, on va avoir l'ouverture du débat sur est-ce que cet incorporel était un incorporel difficile un incorporel difficile à valoriser au moment où il avait été cédé. On peut considérer quand même que la crise du Covid n'était pas une hypothèse qu'on pouvait raisonnablement prendre en compte au moment de l'acquisition de cet incorporel, et donc il y aura des outils pour se défendre. Pour les groupes qui auraient, soit par contrainte de la zone de restructuration, soit par choix, auraient à céder des incorporels bientôt, se posera la question évidemment de leur valorisation dans une situation dégradée. Normalement, quand on est prudent, on évite de vendre un incorporel au moment où son prix est le plus bas, c'est-à-dire au moment où les prévisions financières sont plutôt mauvaises. Et là encore, s'il y a cession, se posera la question des hypothèses retenues pour le business plan, ainsi que par exemple les éléments pris en compte pour, si on utilise la méthode des flux actualisés, le taux d'actualisation de ces incorporels. Grégoire, avec ça, je pense qu'on commence à être un petit peu en retard. Oui, et pour tenir le temps et surtout avoir le temps de répondre aux questions, on va passer à la suite. Une petite halte sur la question des relations avec l'administration fiscale. Évidemment, ils vont être un acteur clé des décisions que vous allez prendre, puisqu'ils vont pouvoir en être les juges. Donc pour nous, il y a quelques axes sur lesquels regarder. Le premier, c'est pour ceux qui sont dans des APA, allez peut-être regarder s'il existe des clauses majeures dans l'APA qui pourraient ouvrir la porte à une renégociation. Par exemple, est-ce qu'il y a des indications sur les conditions de marché, sur d'éventuels comparables. Dans les APA français, en général, c'est rarement le cas et on est plutôt sur des taux de rémunération fixes. Les premiers retours qu'on a des administrations fiscales, c'est que les attitudes des unes et des autres sont très différentes en fonction des pays. Certains vont être ouverts à de la renégociation, d'autres un petit peu moins. Les premiers échos qu'on a, par exemple, au niveau de l'administration fiscale française, c'est qu'ils considèrent que le contrat est là. Le contrat, être dans l'APA n'est pas obligatoire, et si les entreprises n'y trouvent plus leur compte, elles peuvent évidemment en sortir. Mais la porte n'est pas aujourd'hui grande ouverte pour une renégociation ou une application exceptionnelle de certaines mesures sur l'année 2020. Deuxième sujet, c'est évidemment la relation de confiance. Pour ceux qui sont rentrés dans ce dispositif, pour le coup, je pense qu'il faut aller dialoguer le plus possible sur les solutions que vous allez prendre et échanger avec l'administration là-dessus. Et le troisième point, évidemment, c'est l'anticipation des contrôles fiscaux. Ils vont venir. Très clairement, comme on le disait tout à l'heure, il y aura un déficit public à creuser. Et donc, chacun va chercher à repousser de l'autre côté la patate chaude ou le mistigris et faire en sorte que les pertes soient plutôt de l'autre côté. Donc, avoir une situation cohérente, être capable de la justifier, avoir proprement documenté tout ce que vous avez fait, ça va être extrêmement important. Il faut déjà se placer à un horizon de 3 ans et se placer dans une situation où il faudra à un moment donné faire la transition avec un retour à la normale. Donc, ce qui nous amène au plan d'action, aux étapes de réflexion qu'on pourrait avoir sur la question. La première, évidemment, c'est gérer les urgences. Les urgences, on l'a vu, c'est notamment la trésorerie, c'est les entités qui sont fermées, qui ont des besoins de cash énormes, c'est les productions qui s'arrêtent, c'est les distributeurs qui sont fermés. Donc tout ça, c'est impératif, c'est tout de suite, c'est immédiat. Derrière, et d'ici la fin de l'année, c'est arriver à évaluer les impacts financiers et prendre des décisions sur l'évolution des politiques de prix de transfert. Essayer de faire des simulations dans la mesure du possible. Alors, c'est pas évident dans une période de crise d'arriver à collecter la bonne information, mais gérer ces enjeux, gérer les impacts, voir ce qu'il est possible au niveau contractuel, modéliser tout ça pour pouvoir prendre les bonnes décisions sur l'impact, le niveau d'ajustement qu'on va être capable de faire et derrière les mettre en œuvre. Donc la mise en œuvre, ça va être évidemment faire des ajustements, modifier les politiques, et tout ça devra se refléter derrière dans la documentation de prix de transfert.
il faudra, comme je le disais, être cohérent d'une année sur l'autre, c'est-à-dire que toutes les décisions prises en 2020 ou en 2021 devront pouvoir être justifiées et pouvoir s'inscrire dans un temps plus long de retour à la normale. Donc voilà un peu tout ce qu'on vous a présenté. C'est forcément très rapide, c'est forcément très succinct. En moins d'une heure, on peut difficilement faire autrement, mais l'équipe prix de transfert de Tâches Deloitte est à votre disposition pour plus de détails sur vos situations particulières. On est évidemment à votre écoute et il va être temps pour nous de prendre les quelques questions que vous nous avez adressées. Il est encore temps d'en écrire sur le chat, donc n'hésitez pas à les écrire maintenant. On va y répondre dans le temps qui est imparti. On peut dépasser un petit peu le temps initial prévu, donc n'hésitez pas à poser des questions. On peut dépasser une dizaine de minutes, donc restez avec vous jusque vers 10h10, 10h15 maximum pour répondre à ces questions. Si on regarde les questions qui sont posées, alors les premières posées ont été sur des questions de supply chain, donc Julien, je vais peut-être te laisser la main sur ces premières réponses. Oui, alors effectivement, donc on a une question sur la rémunération des entités de routine. Est-ce que c'est pas risqué de les mettre à zéro alors que la plupart des gouvernements ont mis en place des dispositifs de soutien de l'économie? Alors c'est une très bonne question. Alors je pense qu'il y a deux façons de répondre. Il y a une façon théorique et puis une façon un peu stratégique. Donc est-ce qu'on peut répondre correctement, enfin est-ce qu'on a des bons arguments techniques pour traiter la question des subventions publiques? Et ensuite, où est-ce qu'on peut mettre le risque? Donc, sur l'aspect purement technique, je pense que ça dépend du scénario que vous avez choisi. C'est-à-dire que du scénario, donc, ajustement des benchmarks, suspension du contrat, renégociation du contrat. Si vous êtes dans le scénario d'ajustement des benchmarks, donc vous êtes toujours en cost plus, mais simplement le markup, au lieu d'être à 3%, vous allez le mettre à 1%. La question, c'est est-ce qu'il faut inclure, donc si vous avez reçu des subventions de l'État, est-ce qu'il faut les inclure dans la base de coût que vous allez refacturer ou au contraire l'extourner de la base de coût? Donc c'est la même question que la question du CICE, la question du crédit impôt recherche. Donc donc on peut apporter des réponses à cette question-là, mais ensuite, à mon avis, le plus important, c'est de savoir où est-ce que vous voulez mettre le risque. C'est-à-dire que si vous transmettez les aides de l'État au principal, vous allez prendre un risque au niveau de l'État qui donne les subventions. Si vous ne le faites pas, vous prenez un risque de l'autre côté. Donc il y a un peu ce sujet-là. Et donc ça dépend très fortement. Donc ça, c'est dans l'hypothèse 1 de réajustement des benchmarks. Si vous employez le scénario de suspension du contrat, si par exemple, pendant la moitié de l'année, une usine est fermée, eh ben, on peut défendre que le principal ne paye rien du tout. Et si à ce moment-là, l'État apporte des subventions pour faire vivre l'usine pendant qu'elle est fermée, ben, c'est très bien, mais il n'y a pas forcément de raison d'agir. C'est-à-dire il n'y a pas forcément de raison de… Enfin, il ne faudrait pas, évidemment, retransférer ces subventions au principal. Bon, bah, tout ça pour dire que je pense qu'il faut prendre en compte la question des subventions publiques et il faut le faire au cas par cas. Alors, on avait une deuxième question sur les LRD. Donc, est-ce qu'il faut, pour des groupes de retail, donc j'imagine dans des situations où les boutiques sont fermées, est-ce qu'il vaut mieux diminuer au maximum la marge des entités de distribution pour partager la perte, comme j'en ai parlé, ou alors au contraire, augmenter leur rémunération pour subventionner en quelque sorte les LRD si aucune aide gouvernementale a été mise en place. Alors, ma position, ce serait plutôt de distinguer complètement les décisions de politique de prix de transfert et les décisions de subvention. Donc, si vous avez besoin, enfin, si une filiale a besoin d'argent pour simplement survivre, je pense qu'il vaut mieux faire un flux complètement séparé de subventionnement qui peut prendre toutes sortes de formes, hein, de l'injection de capital, du prêt, des abandons de créances, et en faire quelque chose de différent et laisser de côté les problématiques de prix de transfert, donc les traiter purement sous l'angle des relations contractuelles normales sur de la vente de biens. Je pense que c'est une manière ça permet de sérier les problèmes et c'est probablement un peu plus propre de procéder de cette manière-là. Grégoire,
Tu voulais ajouter quelque chose? Non, c'était pour enchaîner sur d'autres questions, mais je te laisse terminer. D'accord. Non, mais c'était tout. Alors, peut-être parce que dans les questions, et elles tournent beaucoup autour de ces questions de LRD ou de contract manufacturer, on a une question aussi sur le traitement de la facturation des loyers, de se dire est-ce que si l'usine ne peut pas produire, on doit diminuer le coût des loyers. Donc Julien, je ne sais pas si là-dessus tu as une idée. Je pense, je vais peut-être commencer, je te laisserai enchaîner. À mon sens, on a un équilibre global à trouver. Il faut trouver des moyens ou des pistes sur lesquelles travailler. Le loyer peut en être une. C'est pas nécessairement la plus naturelle parce que il n'y a pas nécessairement d'impact sur le contrat de location. Les locaux sont toujours présents, sont toujours accessibles et finalement la fermeture des loyers n'est pas une décision du bailleur. La fermeture des locaux n'est pas une décision du bailleur, mais bien de l'entreprise qui l'occupe pour des raisons sanitaires. Donc l'impact sur le loyer n'est pas évident. On voit quand même sur le marché des négociations de certains opérateurs privés de leur loyer. Donc si on l'observe et si on est capable de le documenter, ça peut être une piste. Maintenant, il y en a d'autres. Il y a une autre question qui justement parle de la possibilité de se focaliser sur une analyse coût fixe, coût variable, en disant bah voilà, les coûts fixes, on va continuer à les supporter. Par contre, les coûts variables, on les laisserait à la charge du LRD. Donc tout ça sont des approches possibles. Julien, oui, tu Ouais, voulais non, mais ajouter? sur l'approche coût fixe, coût variable, ça fait le lien avec une autre question sur la manière dont enfin, les différentes méthodes qu'on peut utiliser pour ajuster les benchmarks dans l'approche 1. Alors, la méthode que j'avais évoquée, c'était une méthode un peu macro. Il y a aussi une méthode un peu micro qui est justement fondée sur la distinction coût fixe, coût variable. Donc, la méthode macro, en fait, l'idée, c'est de dire comment est-ce qu'on peut savoir. Aujourd'hui, vous avez par exemple un premier quartile de votre benchmark qui est à 3%, donc qui est fondé sur les données 19, 18, 17. La question, c'est quel va être, est-ce qu'on peut prévoir ce que va être l'interquartile de votre panel en 2020? Et donc, le travail, c'est d'arriver à identifier des déterminants macroéconomiques de la profitabilité d'un secteur. Donc, alors les déterminants, ils peuvent être de toutes sortes de nature. Il y a beaucoup d'études universitaires sur ce sujet. C'est la consommation des ménages, le taux de leverage d'un secteur, la quantité de stock qu'il y a, les intérêts moyens, le taux de défaut moyen, enfin toutes ces choses-là. Et en fait, on peut construire, donc on l'a fait dans un cas ou deux, on peut construire un modèle qui permet de prévoir avec pas mal de précision le taux de rémunération, donc le premier quartile par exemple d'un benchmark, par rapport à ces variables macroéconomiques. Et donc l'avantage, c'est qu'on a la Banque de France et l'INSEE font des prévisions de ces différentes variables pour 2020. Donc en utilisant les prévisions de consommation des ménages, par exemple, de 2020, on peut, en appliquant notre modèle, prévoir la baisse de l'interquartile en 2020. Donc ça, c'est la méthode macro, c'est celle qui me semble la plus précise et la plus facilement défendable. Une méthode micro consisterait à dire dans votre industrie, vous avez 50% de coûts fixes, 50% de coûts variables, je dis n'importe quoi. Et donc, sur cette base-là, on peut dire que si vous avez une baisse de chiffre d'affaires de X%, vous pouvez calculer l'évolution de votre base de coûts et donc vous pouvez calculer l'évolution de votre rentabilité. Donc, c'est plutôt une méthode théorique qui est fondée sur des simulations. On peut faire les deux, évidemment, pour la méthode 1, enfin pour l'approche 1 d'ajustement des benchmarks. Alors, on a une question aussi sur les loss splits. Est-ce qu'on pourrait, dans un contexte de crise, défendre un loss split? Là, je pense que la question principale pour nous, c'est la cohérence globale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, malgré la crise, changer totalement les règles du jeu et passer d'une structure où on était, par exemple, central entrepreneur avec des entités de routine à quelque chose où la perte est totalement partagée. Donc, il faut plutôt partir des méthodes existantes et essayer de les ajuster, c'est ce qu'expliquait Julien, ou de trouver des raisons objectives pour pouvoir modifier un peu les modèles de rémunération. C'est ce qu'on disait aussi, par exemple, si on considère que l'entité de routine, dans la période de fermeture, sera seule à supporter ses coûts ou on supportera au moins une partie. Révolutionner complètement et changer le modèle, c'est dangereux parce que pour le coup, il faut pouvoir l'objectiver. Et la question, c'est une fois que vous serez revenu à une situation normale, comment vous faites? Est-ce qu'on remet en place les entités centrales ou pas? Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est un problème parce que les administrations fiscales locales dans beaucoup de pays
vous arrivez à justifier, à défendre des taux de rémunération faibles en disant oui, mais il n'y a pas de risque, on est un limited risk distributeur. Donc, si au moment où il y a un risque qui se matérialise, tout d'un coup, boum, vous baissez la rémunération, c'est risqué. Donc, je pense qu'il faut s'attendre à des contrôles dans les pays des entités de routine. Et donc, il faut avoir l'approche de défense la plus solide possible. Changer de modèle et dire on passe de LRD à loss split, c'est difficile à justifier. Et nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de voir, donc d'appliquer scrupuleusement le principe de pleine concurrence, c'est-à-dire de voir ce que feraient deux entreprises tiers dans les mêmes circonstances. Et donc, c'est ça qu'on a détaillé. Et donc, ce que feraient deux entreprises tiers dans les circonstances similaires, c'est donc soit suspendre, soit renégocier. Et ça, c'est pas un changement de modèle de prix de transfert, c'est-à-dire qu'on continue d'appliquer le contrat, simplement on l'applique d'une manière conforme à ce que feraient des tiers. Et il y a une différence entre ça et le split, à mon sens. Alors, on a une question également sur les changements de flux interco. Je pense qu'il peut être une question en soi et de manière plus précise sur la question de la centralisation du risque de change en maison mère. Donc, de toute façon, la crise va entraîner des évolutions sur vos flux intragroupes, ça c'est évident, et elle va les entraîner, je pense, de manière pérenne. Une des étapes d'après, ça va être la renégociation ou la remise en place d'un business model post-Covid, et il sera forcément différent. Après, sur la question des coûts de change, là encore, il y a pour moi deux aspects. Il y a une question de cohérence avec ce qui était fait avant. C'est-à-dire si jamais ceci était au niveau des entités locales parce qu'elles étaient considérées comme entrepreneurs locales, c'est sans doute peu évident. Cela dit, le risque de change peut être perçu dans une situation d'urgence comme quelque chose qui, en effet, peut remonter au niveau de la maison mère et supporté par la maison mère qui joue quelque part son rôle d'actionnaire en la matière. Donc ça peut être un élément de réponse. En fait, sur beaucoup de situations, on voit qu'il n'y a pas une réponse qui est blanche ou noire. On est dans un continuum de possibles et l'enjeu pour nous, c'est d'arriver à trouver la réponse la plus objective, adaptée à votre situation et qui soit explicable et défendable auprès des administrations fiscales des deux côtés de la frontière dans les années qui viennent. Donc c'est vraiment l'enjeu principal pour nous. Voilà. Question suivante. Alors les questions s'accélèrent. On en avait une sur les management fees. Donc, est-ce que le chômage partiel ne peut pas être traité comme des dépenses en moins, soustraction des coûts à réallouer? Alors, très clairement, je pense que c'est ce que disait Aymeric. Aymeric, tu veux prendre cette question-là? Oui, alors sur le chômage partiel français, les choses sont assez simples, puisque par construction, il n'y a pas eu de service rendu, puisque si les personnes sont au chômage partiel, elles n'ont pas travaillé. Donc, un prestataire de service externe qui recourrait au chômage partiel ne peut pas ensuite refacturer à ses clients finalement les heures qui n'ont pas été travaillées. Donc, les choses sont très simples dans le cas du chômage partiel français. Il peut y avoir un débat un peu plus sur la partie, comme j'ai dit, en cas d'indemnisation à 100% des personnes. Est-ce que cette indemnisation à 100%, c'est considéré comme étant une décision du prestataire de service et qui ne regarde que lui et qui a plus pour objet de l'image de marque de la société dans son pays local et par rapport à ses autorités, aux autorités nationales, ou est-ce que c'est une façon de conserver une équipe formée qui sera ensuite, dès que la crise s'arrêtera, capable de nouveau retravailler pour le reste du groupe? Donc, il peut y avoir un petit débat sur la compensation à hauteur de 100% des personnes au chômage partiel. Je vise plutôt d'autres dispositifs dans d'autres pays, quand il s'agit plutôt de subventions, c'est-à-dire que les personnes continuent à travailler, mais leur coût est subventionné, en particulier peut-être diminution de certaines charges sociales. On peut s'attendre à ce que dans quelques années, les autorités fiscales qui ont besoin de revenus, enfin les gouvernements qui ont besoin de revenus, diront qu'il est anormal de faire bénéficier au groupe de cette réduction des coûts. Souvenons-nous le débat qu'il y a eu, et qui est encore même en France, sur le crédit d'impôt recherche, où vous aurez probablement les mêmes problèmes avec certains dispositifs de subvention, de charges sociales par exemple. Dans certains pays, ils diront ça ne devrait pas bénéficier à l'ensemble du groupe, ça devrait rester en local. Et on a une question également sur d'éventuelles réflexions au niveau de l'OCDE sur la possibilité d'ajuster les clés d'allocation dans le cadre de la facturation des prestations de services. Donc là, à notre connaissance, il n'y a pas de publication spécifique de l'OCDE prévue
sur ces thématiques-là. Et la question des clés d'allocation, en fait, elle est liée à deux sujets. Le premier, c'est la nécessité de refléter au travers des clés d'allocation la réalité du bénéfice des services. Et donc, comme on a des situations qui sont forcément exceptionnelles avec des sociétés qui sont fermées pendant que d'autres continuent à tourner, les clés d'allocation traditionnelles peuvent donner des résultats qui sont extravagants. Et la deuxième, c'est que vous avez un risque, en gardant les clés d'allocation de départ, de forte volatilité de la répartition des coûts. Et on pourrait se retrouver de manière claire avec une entité qui se retrouve à payer 2 fois plus de management fees parce qu'elle a une situation qui a été plutôt meilleure que ses petits camarades. Et dans une situation comme celle-là, très clairement, l'administration fiscale locale, je pense, Aymeric, que tu pourras commenter, aura du mal à accepter ou à considérer que les services rendus sur cette année-là ont eu 2 fois plus de valeur que les années précédentes. Oui, oui, tout à fait. On peut pas. Enfin, évidemment, on comprend bien ce qui va se passer dans quelques années. Chacun voudra tirer la couverture à soi, mais il restera quand même des cadres, d'une part de l'OCDE, mais aussi de la législation locale, des jurisprudences locales, et on peut espérer tout de même, évidemment, avec un peu de combat, il faudra combattre les autorités fiscales, mais arriver quand même à des solutions raisonnables. Évidemment, certains pays, on le sait déjà aujourd'hui, avant même la crise du Covid, dès qu'on parlait de services, prenaient des positions, on va dire, qu'on peut qualifier de déraisonnables. Donc ça ne s'améliorera pas pour ces pays-là. Et malheureusement, certains pays qui jusqu'à maintenant acceptaient ou pouvaient avoir une discussion constructive en matière de services, c'est sûr que le contexte sera beaucoup plus tendu dans quelques années au moment des contrôles fiscaux. Alors, on a aussi une question sur les comparables et la difficulté à trouver des comparables en période de crise. Je pense que Julien va pouvoir développer. Je vais juste préciser une chose. En effet, on a des administrations qui ont l'habitude de retirer de leur panel de comparables tous les comparables en perte, par exemple. Là, dans les années qui viennent, on va avoir notamment la question des comparables en perte, mais aussi du traitement des entités qui ont fait faillite sur la période. Parce que la situation de marché, c'est bien qu'une partie des entreprises qui nous entourent ne survivront pas à la crise. Donc, comment on traite ça dans les benchmarks? Parce que si on ne prend que les entités qui survivent et qui sont en bonne santé, mécaniquement, on a une vision altérée de la réalité économique. Oui, tout à fait. Juste avant de terminer sur la question d'avant sur l'OCDE, hein, beaucoup d'entre vous, d'entre nous attendent des indications de l'OCDE. En fait, bon, on n'a pas d'informations secrètes, mais c'est quand même peu probable qu'il y ait des communications de l'OCDE dans le court terme, tout simplement parce que c'est difficile. L'OCDE en fait ils travaillent à essayer d'obtenir un consensus entre leurs membres. Et sur ce sujet-là, qui est un sujet de partage de mistigris, ça va être difficile, je pense, d'arriver à un accord, un consensus général entre plein de pays qui ont des intérêts divergents. Donc, à mon sens, il ne faut pas attendre de guidance très précise de l'OCDE. Sur la question des comparables, effectivement, on a un sujet de biais de survivance, c'est ce qu'évoquait Grégoire, c'est-à-dire que si on applique les critères de recherche habituels, on va exclure les entreprises qui ont souffert le plus, et donc on va avoir des benchmarks qui sont un peu plus élevés. Alors sur la question technique là, de l'économétrie, c'est vrai que la crise qu'on traverse aujourd'hui est très différente des crises précédentes. La crise de 2008 était une crise de demande, de deleveraging, etc. La crise d'aujourd'hui, c'est également une crise d'offres. Et je pense qu'il y aura beaucoup plus de défauts que dans la crise précédente. Donc, c'est sûr qu'appliquer des méthodes d'économétrie structurelle, c'est discutable, parce qu'en fait, on a des effets qu'on a du mal à prendre en compte avec les données précédentes. Bon, je pense qu'à impossible nul n'est tenu. À mon avis, en se fondant sur les données du passé avec un modèle structurel, on a plutôt tendance à sous-estimer les effets de la crise sur la rentabilité des entreprises. Et donc, on a un ajustement qui est plutôt prudent par rapport à ce qui pourrait être en réalité. Donc, ça me semble être une méthode qui, malgré tout, est défendable. Alors peut-être une dernière question sur l'attitude des administrations fiscales face aux contrôles fiscaux. Est-ce qu'on peut s'attendre à une forme de souplesse dans les contrôles fiscaux, au moins dans un futur proche, sachant que les entreprises doivent reconstituer des réserves? Alors sur les contrôles fiscaux, déjà on peut parler de la situation actuelle. Tous les contrôles fiscaux sont suspendus pour l'instant. Donc on va voir dans quel contexte ils reprennent. Notre sentiment, c'est qu'en effet, on a plutôt des messages de clémence
pour l'instant, mais sur des contrôles qui touchent sur les années passées. De toute façon, les décisions que vous allez prendre, vous, aujourd'hui sur la période de crise, elles ne seront vérifiées que dans les 2 ou 3 ans qui viennent. Et donc là, la situation sera probablement assez différente. Les entreprises auront en partie déjà reconstitué des réserves, et de toute façon, l'administration, pour le coup, et l'État seront à la recherche de financement pour réduire les déficits. Donc je dirais, peut-être probablement à court terme, oui, une forme de mansuétude. Donc les contrôles fiscaux en cours et déjà lancés seront peut-être un peu moins agressifs qu'ils n'auraient pu l'être. Par contre, assez vite, on va revenir à une situation normale. Aymeric, là-dessus, toi qui fais pas mal le contrôle fiscal, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Oui, alors, à court terme, très clairement, il y a des mesures d'assouplissement, voire certains contrôles n'auront pas lieu, mais dans 2 ans, 3 ans, pour moi, il n'y a aucun doute que les groupes multinationaux, fut-ils français, enfin, que peu importe la nationalité, seront évidemment visés. On voit bien déjà aujourd'hui avec des discussions concernant, on regarde, est-ce que vous utilisez ou pas des subventions publiques, est-ce que vous avez des filiales ou pas dans des pays à fiscalité privilégiée, etc. etc. Donc, ce débat-là, dans 2-3 ans, sera encore plus prégnant. Donc, il est certain que la mensuétude à court terme ne sera pas forcément celle qu'on aura dans 2-3 ans. Et en effet, je pense que, enfin, je vais redire ce que vous venez de dire tous les deux. C'est vrai que, en plus, quand on entend les annonces des gouvernements qui clairement ne veulent pas augmenter les impôts, ou en tous les cas, je pense aux prochaines élections présidentielles, la question des recettes va être essentielle. Même si à très court terme et actuellement, même sur des contrôles fiscaux très difficiles, où on avait des sujets lourds, y compris des abus de droit, on voit bien que les inspecteurs se sont assouplis. C'est le mot de la fin. Merci à tous de votre écoute tout au long de ce webinaire. Nous sommes évidemment à votre disposition pendant toute la période des questions. Vous aviez nos adresses mail qui s'affichaient pour d'éventuelles questions plus spécifiques ou vous accompagner dans la gestion de cette crise. Aller plus loin sur certains sujets. Encore une fois, forcément en 1 heure, on est forcément plutôt dans le survol, mais on peut vous accompagner de manière beaucoup plus approfondie sur vos problématiques. Merci beaucoup. Excellente journée. Et surtout, soyez prudents et passez cette crise du mieux possible. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Et n'oubliez pas le bloc de tâches sur le Covid. Oui. Et Bonne les journée. slides disponibles aussi sur le blog. Merci.